Place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Aurore Bergé. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes la ministre des Solidarités et des Familles. Vous êtes connue aussi pour vos prises de position claires et tranchées. L'antisémitisme, Aurore Bergé, se propage face à la multiplication de ces actes. Gérald Darmanin a réaffirmé sa fermeté. La première ministre dit, je cite, que s'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif, c'est s'en prendre à l'âme de la République. Mais dites-nous, si c'est l'affaire de tous, où sont les manifestations dans les rues? Est-ce que vous pensez vraiment que chacun se sent concerné aujourd'hui? Le pire des risques, c'est en effet l'indifférence. Le pire des risques, c'est de se dire qu'on ne serait pas concerné parce que quand on voit les étoiles de David, on se dit c'est pas nous, puisqu'on n'est pas de confession juive. Mais quand il y a une étoile de David qui est taguée sur un immeuble, c'est une insulte pour nous tous. Et c'est un danger et un poison pour nous tous. Moi, je me souviens, j'étais très frappée quand il y a eu Ozar Hatorah. Ozar Hatorah, c'est une école où un terroriste est entré et a tiré à bout portant sur des enfants. On aurait tous dû se sentir directement concernés de voir des tout-petits être pris pour cible et de voir aussi une école, qui est quand même un refuge, une protection, être prise pour cible. Et je crois qu'on ne s'est pas sentis, tous, collectivement, suffisamment concernés, parce que ça a ciblé délibérément une partie de la population qui était de confession juive. Vous craignez que c'est encore le cas aujourd'hui, qu'il y ait une forme d'indifférence, qu'on se dise, écoutez, ça concerne les Français juifs, donc ça ne nous concerne pas, la menace ne nous concerne pas autant? En fait, la menace, elle nous concerne tous. Le poison de l'antisémitisme, il nous concerne tous. Et on ne peut pas laisser les seuls Français juifs être en première ligne. Et c'est une inquiétude grandissante au sein de la communauté juive. Ils savent évidemment l'engagement de l'État, ils savent l'engagement des policiers, des gendarmes, ils savent la sécurisation des lieux, des écoles. Mais notre sujet, c'est qu'encore une fois, au-delà des policiers et des gendarmes, au-delà de l'enjeu sécuritaire, c'est un enjeu républicain et c'est un enjeu qui, encore une fois, doit tous nous alerter, nous concerner. Enfin, moi, je ne pensais pas que dans ma génération, dans nos générations, on puisse voir des étoiles de David être taguées. Moi, lundi matin, j'ai une amie qui vit en Israël, qui m'a envoyé cette image-là en me disant j'ai peur, non pas finalement de ce qui se passe en Israël, j'ai peur parce qu'il y a eu ce tag sur l'immeuble de ma sœur. Est-ce que ça veut dire qu'elle est prise pour cible? Est-ce que ça veut dire qu'elle a été identifiée? Il faut mesurer ce qui se passe au sein de la communauté juive. Il faut mesurer ceux qui changent leur nom sur leurs interphones. Il faut mesurer ceux qui changent leur nom sur des applications comme Uber ou Deliveroo parce qu'ils ont peur. Mais qui ne le mesure pas suffisamment? Ça fait des années. Je pense que c'est un risque de déni collectif. Oui, mais pardonnez-moi, depuis il y a des années, ici même, Gérard Larcher, il y a quelque temps, nous avait dit nous sommes tous responsables parce que nous avons laissé certains quartiers être, entre guillemets, inhabitables par des Français juifs. Ils sont partis de certains quartiers populaires, etc., de certains territoires. Est-ce qu'il y a eu un déni, un aveuglement? Je pense que pendant des années, il y a eu ce risque de déni, d'aveuglement, et c'est ce que vous dites très bien. C'est-à-dire qu'on a des quartiers où, historiquement, on avait une population de confession juive qui était importante et qui, progressivement, s'est décalée, déplacée. Mais là, c'est pas ce qu'on voit. On voit que c'est au cœur de Paris. C'est-à-dire pas du tout des quartiers, j'allais dire, les banlieues. D'habitude, on a ce type de difficultés. Donc encore une fois, si aujourd'hui, maintenant, on ne se sent pas concernés, parce qu'Israël a vécu le 7 octobre. Le 7 octobre est le pire drame dans l'histoire d'Israël et de la communauté juive depuis la Shoah. C'est la volonté délibérée de tuer des juifs parce qu'ils sont juifs et d'exterminer 1400 d'entre eux, y compris des bébés, des tout-petits, des femmes, des enfants, des vieillards. C'est la volonté d'avoir pris des otages avec le risque, là encore, de l'oubli de celles et ceux qui, aujourd'hui, sont gardés. C'est 30 de nos compatriotes, la pire tuerie depuis l'attentat de Nice. Donc si on ne se sent pas concerné par le 7 octobre, si on ne se sent pas concerné par ces étoiles de David qui sont inscrites sur les immeubles, ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur de ce que veut dire être français et de ce pacte républicain qui est le nôtre. Mais l'intensification, Aurore Bergé, de la riposte d'Israël, les images aussi de Gaza bombardées vont venir grossir, nourrir la menace sur notre sol et fournir aussi du carburant, probablement à des slogans souvent de haine. Comment faire face aujourd'hui à des manifestations qui vont se multiplier et qu'il est impossible d'interdire, même quand elles sont interdites, elles se tiennent? Comment on fait? Dans le précédent mandat, on s'était beaucoup battu pour modifier la définition de ce qu'est l'antisémitisme. On avait dit clairement que l'antisionisme, c'est-à-dire le fait de nier l'existence même de l'État d'Israël, le droit d'Israël à exister, était une forme renouvelée d'antisémitisme. Ça a été difficile, c'était Sylvain Maillard qui avait beaucoup porté ce combat, qui est aujourd'hui président d'ailleurs du groupe Renaissance, et ça a été modifié à l'Assemblée nationale. Qui aujourd'hui pourrait nier le fait
que de manière évidente, l'antisionisme est une forme renouvelée d'antisémitisme. Derrière les slogans, derrière les drapeaux, on voit bien évidemment la haine. Moi, derrière chaque drapeau, c'est-à-dire derrière un drapeau palestinien, vous voyez forcément une haine je pense qu'il y a des gens qui, sincèrement, s'alarment de la situation humanitaire, veulent qu'évidemment il y ait des corridors humanitaires, veulent qu'évidemment que l'aide humanitaire arrive à Gaza, et c'est pour ça que la France est mobilisée, que l'Union européenne est mobilisée, et c'est évidemment légitime auprès des populations civiles, mais je vois aussi immédiatement que des slogans fleurissent dans un certain nombre de ces manifestations, et ce ne sont pas des slogans pour la paix, ce ne sont pas des slogans sur la légitimité demain d'un État palestinien. Quand on interdit, elles se tiennent. Alors, c'est un échec. Certaines manifestations, et le ministre de l'Intérieur a été très clair sur le sujet, le gouvernement a été très clair. Elles se tiennent, je vous voyez bien, puisque vous parlez de ce slogan de haine. J'entends bien, mais nous, on est très clair, et on a été d'ailleurs le seul pays au sein de l'Union européenne à interdire un certain nombre de ces manifestations. Pour quel résultat, selon vous ? Déjà, je pense que ça envoie quand même un signal clair, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas passer et qu'on ne considère pas que c'est acquis que des manifestations puissent exister alors qu'elles auraient non pas un caractère d'apaisement, d'appel encore une fois à la paix ou même de légitimité, de dire on souhaite qu'une solution à 2 États puisse exister. On voit derrière ces slogans qu'en vérité, ce n'est pas une solution souvent à 2 États. C'est de dire on veut l'effacement de l'État d'Israël. On veut la négation de l'État d'Israël. Vous avez des députés ceints de leur écharpe tricolore qui participent et souvent ces députés, notamment de la France insoumise, dénoncent un nettoyage ethnique en cours à Gaza. Mais ce sont les mêmes députés qui ont refusé de caractériser le Hamas comme groupe terroriste. Donc ils ont quand même pour moi peu de crédit, honnêtement, sur ce qu'ils disent. Et c'est pas un hasard évidemment de les retrouver dans ces manifestations-là. Ils ont fait un choix très clair au sein de la France insoumise depuis le début de ce conflit, depuis le début des attaques terroristes qui encore une fois ont fait 1400 morts du côté israélien et avec des gens qui ont été délibérément ciblés. Et je crois que voilà, on voit bien ce qu'ils essayent de flatter comme bas instinct dans notre pays. Et c'est ça qui est dangereux parce que quand vous avez des hommes et des femmes politiques... Évidemment. Parce qu'hier, à cette même place, le député Renaissance, Carl Olive, nous a dit Jean-Luc Mélenchon est dangereux pour la société et donc il faut le fichier S. Ça, je ne sais pas s'il faut le fichier S. Il est de votre parti, de votre camp. Je comprends ce qu'il dit quand il dénonce la dangerosité et on le vit à l'Assemblée nationale. Dangereux pour la société. C'est-à-dire qu'on n'est plus à parler de l'arc républicain. C'est-à-dire qu'il considère que cet individu est dangereux. Mais quand vous avez refusé de caractériser le Hamas de groupe terroriste, quand vous avez refusé de caractériser le fait que 1400 civils ont été délibérément ciblés et assassinés, exécutés. J'ai même moi-même vécu une polémique il y a 48 heures. Parce que on a un secouriste israélien qui avait dénoncé une nouvelle gradation dans l'horreur, qui était, je suis désolée de le dire comme ça, mais parce que malheureusement c'est ce qui s'est passé en Israël. Vous savez qu'il y a des tout petits, des enfants qui ont été décapités, et il dit on a même retrouvé un petit bébé placé dans un four et qui a été brûlé. Je me suis dit, je vais le relayer parce que je pense qu'on a besoin à un moment de mettre des mots sur l'horreur absolue qui s'est passée. Et là, je vois immédiatement des gens qui disent ça a été démenti, etc. Ça n'a pas été démenti du tout. On a même hier le porte-parole de l'armée israélienne qui s'est rendu sur place et qui l'a dit, j'ai ces propos-là, dit je viens de voir moi-même, je tenais à voir moi-même des personnes décapitées, également des bébés. Ils m'ont dit avoir découvert le corps d'un bébé. Il a été brûlé, vivant, je crois, dans un four. Et on vous vous dit ces gens qui, en fait, à partir du moment, et c'est ça qui devrait interroger sur la question de l'antisémitisme, où quand des juifs sont ciblés, ils mettent en cause les propos d'une armée, d'un État démocratique, alors que les mêmes ne remettraient jamais en cause les propos de, je cite, le ministère de la Santé du Hamas, c'est-à-dire d'un groupe terroriste. Mais que répondez-vous ? Ça devrait quand même nous interpeller sur ce poison, encore une fois, de l'antisémitisme. Que répondez-vous à ceux qui disent, il y a une petite musique selon laquelle, cette petite musique selon laquelle, les Occidentaux ne mettent pas sur le même plan une vie israélienne et une vie palestinienne ? Mais évidemment que toutes les vies se valent, la question, elle n'est pas là. La question, c'est juste qu'à un moment, vous avez une différence fondamentale entre un groupe terroriste, islamiste, qui représente une menace, non pas juste pour Israël, mais qui représente une menace comme n'importe quel groupe terroriste islamiste pour l'ensemble des démocraties, et en face, une démocratie. Ça ne veut pas dire qu'on doive considérer que tout ce qui est fait par le gouvernement israélien ne mérite pas à la fois de la polémique, ne mérite pas de la contestation, ne mérite pas du débat, comme pour n'importe quel État démocratique. Mais vous ne pouvez pas intellectuellement placer sur le même plan un groupe terroriste et un État démocratique qui est un État ami et allié de la France. Encore une fois, il y a 30 Français qui sont morts. Si ça s'était passé dans un autre État au monde,
En vérité, personne n'aurait remis en cause les faits. Parce que ça se passe en Israël, si Jean-Luc certains Mélenchon remettent en cause les faits. est considéré, vous l'avez dit vous-même, comme un danger, et comme l'a dit hier Carl Lee, c'est de moins en moins le cas pour Marine Le Pen, à en croire en tous les cas les sondages. Marine Le Pen, elle a déclaré ici même à votre place qu'elle était le rempart aujourd'hui, justement, le bouclier de protection des Français juifs. C'est le cas ? C'est, je pense, évidemment pas le cas, mais je pense que l'opportunité aujourd'hui, je pense que l'opportunité lui est donnée, notamment grâce aux outrances de l'extrême gauche, de faire à peu de cas, espérer faire oublier l'histoire qui est la sienne. La sienne ou celle de son père ? Oui, mais elle en est l'héritière. Elle est l'héritière non pas juste du nom, elle est l'héritière du parti, elle est l'héritière de ses cadres. Est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a tenu un propos antisémite ? Je ne crois pas qu'elle ait tenu elle-même de propos antisémites, mais je me souviens d'images d'elle, il n'y a pas si longtemps, en Autriche, à des bals avec des néo-nazis. Je suis désolée, il y a peu d'hommes et de femmes politiques qui se rendent à des bals avec des néo-nazis. Donc, à un moment, est-ce que ça veut dire qu'elle a policé son discours ? Oui. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas le risque du poison derrière de ce qu'a été, encore une fois, le Front National et de ce que sont restés beaucoup de cadres du Rassemblement National qui n'ont jamais vraiment nié cette histoire-là, qui ont appartenu au Front National. Elle flirte avec les 30% dans les intentions de vote de sondage, c'est-à-dire que quand même une proportion importante de Français seraient capables de voter pour quelqu'un apparemment qui est encore attaché à une histoire antisémite. Je crois qu'encore une fois, notre responsabilité, c'est que personne n'oublie l'histoire politique. Parce qu'à un moment, l'histoire politique, elle dit quand même beaucoup de ce que nous sommes. Elle est montée pendant les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Je pense surtout que nous, on a été un rempart au fait qu'elle n'arrive pas au pouvoir. Parce que si ça avait été un autre candidat qu'Emmanuel Macron, est-ce que le second tour aurait eu la même issue ? Je crois qu'il a surtout été élu et qu'il a été réélu. Donc ça veut dire que par 2 fois, il a été un rempart empêchant l'extrême droite d'arriver au pouvoir dans notre pays. Vous êtes sûr que c'est pas une partenaire pour vous ? Parce qu'elle a aussi déclaré, Marine Le Pen, que si, par exemple, dans le projet de loi immigration, l'article 3, le fameux article 3 a été retiré, supprimé, elle voterait le projet de loi. Écoutez, à un moment, on a un projet de loi. Allié de circonstance ? Non, il n'y a pas d'allié de circonstance parce qu'on n'a jamais été rechercher, évidemment, les voix du Rassemblement National. Vous n'allez pas les refuser, vous avez besoin d'une majorité. Oui, ceux qui votent le plus souvent avec l'extrême droite, motion de censure après motion de censure, c'est donc pas la majorité. C'est de manière très claire l'extrême gauche qui là n'a aucun problème et aucun examen de conscience sur le fait qu'encore une fois il s'allie, il s'associe. Donc Jean-Luc Mélenchon marche au pied de Marine Le Pen ? Oui, je pense que l'objectif de Jean-Luc Mélenchon est de se retrouver en 2027 en tête-à-tête face à Marine Le Pen. D'ailleurs, s'il y avait ce tête-à-tête, vous, pour qui voteriez-vous ? Mais je fais en sorte surtout que ce tête-à-tête n'existe pas. D'accord. Mais vous m'avez moi, je suis membre du gouvernement. amené la question, Aurore Non, parce que moi, je suis membre du gouvernement. Oui, et ma responsabilité, c'est surtout qu'on réussisse. Le meilleur rempart face à l'extrême droite, c'est la réussite de la politique que l'on mène sur la question du travail, sur la lutte contre les inégalités, sur la question de la protection des familles, sur les enjeux environnementaux. Votre non-réponse en dit long s'il y avait ce duel. Et parce que le simple fait de vous répondre veut dire que j'accrédite l'idée que ce duel puisse exister. Ce duel ne doit pas pouvoir exister. C'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen le souhaitent que c'est souhaitable pour le pays. C'est évidemment l'inverse. Dans l'actualité, Aurore Berger, l'annonce d'Emmanuel Macron de graver dans notre Constitution la liberté des femmes à disposer de leur corps, à recourir à l'IVG. Alors cette annonce a été saluée par notamment l'insoumise Mathilde Panot, qui a aussi salué sa propre victoire, ou la victoire des insoumis qui ont porté ce sujet au Parlement. C'est le cas ? Il faut partager cette victoire avec eux ? On peut refaire juste un petit peu l'histoire. L'histoire, c'est que moi, j'ai été élue présidente du groupe Renaissance et que la première décision de mon groupe, avec la majorité présidentielle, a été de porter une proposition de loi constitutionnelle pour faire en sorte qu'encore une fois, l'IVG soit définitivement protégée dans notre pays, qui a un caractère irréversible en l'inscrivant dans la Constitution, considérant que parce qu'aujourd'hui, il y a une majorité pour le voter, il faut évidemment pas attendre que ce soit plus le cas pour pouvoir le faire. Et c'est notamment malheureusement ce qui s'est passé aux États-Unis. Décision de la Cour suprême américaine où aujourd'hui des femmes risquent la prison pour avoir eu accès et recours à l'IVG. Donc c'est une formidable nouvelle surtout de protection des femmes et de liberté des femmes. Vous en avez la paternité, si je puis dire. En tout cas, elle est collective au sein de la majorité. Bon. Tant mieux, encore une fois, si d'autres personnes nous rejoignent. Ça a été le cas au Sénat. Je pense à Laurence Rossignol, je pense à Mélanie Vogel. Et je pense qu'il faut qu'on continue ce combat ensemble, évidemment. Une dernière question sur l'un de vos sujets d'importance dans votre portefeuille, sujet ô combien important pour le pays et évidemment son futur, c'est la natalité. Quand on voit les chiffres, d'ailleurs depuis des années, Aurore Berger, c'est édifiant. Quelles sont vos propositions dans ce domaine ? Est-ce qu'il peut y avoir un sursaut, un électrochoc ? Moi, ce qui me concerne le plus, c'est de voir qu'on a aujourd'hui un écart grandissant entre le désir d'enfant, qui est quand on l'a, je pense sans doute, quelque chose qui est la plus intime, le plus puissant qu'on ait, qui est environ à 2,4 enfants par couple,
et la réalisation, le nombre d'enfants qu'on a effectivement, qui est plutôt à 1,7, 1,8. Donc ça veut dire qu'il y a un écart grandissant, ce qu'on voudrait au plus profond de soi, et ce qui est possible. Et c'est ça qu'on doit corriger. C'est comment on a une politique familiale qui accompagne, qui soutient toutes les familles, de manière à faire en sorte que, quand on souhaite avoir des enfants, on puisse le faire en France. Le premier frein que nous disent les familles, c'est la question de la garde d'enfants. C'est l'angoisse de se dire, mais si demain j'ai un enfant, comment je fais concrètement pour organiser ma vie? Et donc c'est ça qu'on fait. On crée un service public de la petite enfance, notamment sur ce sujet, pour garantir de lever les freins. Il y a des freins aussi, des tabous qui existent, la question de l'infertilité, qui malheureusement croît dans notre pays, avec beaucoup de gens qui sont totalement déstabilisés, désarçonnés, qui ne savent pas vraiment à qui en parler, comment être accompagnés. Et c'est là-dessus aussi qu'on travaille avec le ministre de la Santé. Merci Aurore Berger, c'était votre grande interview ce matin. Belle journée à vous et à bientôt.